Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI prépare les acteurs de la vie politique à aller à des élections apaisées en les formant sur les contentieux électoraux. Une flambée de violence a gagné l'Égypte et la Libye après la diffusion d'un film jugé blasphématoire au nom des victimes, l'ambassadeur américain à Benghazi, condamnation unanime de cette attaque. Mais tout d'abord, audience présidentielle, le président du Faso a accordé hier soir une entrevue au ministre canadien de la coopération internationale qui séjournait dans notre pays dans le cadre d'une tournée ouest-africaine. Au centre des entretiens, la situation des réfugiés maliens au Burkina. Compte rendu de Symphorien Somda. Cette visite du chef de la diplomatie canadienne au Burkina Faso est la première dans la sous-région. M. Fantino est venu évaluer l'impact de l'aide accordée au Burkina Faso par son pays au bénéfice des réfugiés maliens sur le territoire burkinabé. Le peuple canadien est un peuple extrêmement généreux et la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir repartir au niveau du Canada et dire que la générosité qui a été manifestée par le peuple canadien a eu un impact extrêmement positif sur le terrain, notamment en ce qui concerne les réfugiés. Nous sommes assez bien informés, pour ne pas dire que nous sommes très bien informés par rapport à la situation qui prévaut au niveau de la sous-région. L'ambassadeur du Canada est présent ici à Ouagadougou et nous avons des informations en temps réel par rapport à ce qui se passe au niveau de la sous-région. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer la gratitude du gouvernement et du Premier ministre du Canada à l'endroit du président du Faso et du gouvernement du Burkina Faso. Comme vous le savez, le président du Faso est en train de travailler d'arrache-pied pour amener la paix au niveau du Mali. Et nous savons que c'est un travail ardu et difficile et nous espérons que ce travail va permettre de stabiliser la sous-région et apporter donc un repli au niveau des réfugiés. Le Canada travaille avec les organisations humanitaires au profit des réfugiés et avec les États dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et pour M. Fantino, il est normal que les actions menées par son pays à l'endroit d'autres populations soient suivies. Le Nigeria est la prochaine destination du ministre canadien. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui et a adopté un certain nombre de mesures. Au titre du ministère de la Culture et du Tourisme, 2 projets de décret portant suppression du statut DPE de la Bibliothèque nationale et du Centre national de lecture et d'animation culturelle ont été adoptés. Un changement de statut juridique que nous explique le ministre de la Culture et du Tourisme, Baba Ama. La Bibliothèque nationale du Burkina, tout comme le Sénalac, resteront des entités tout à fait entières compte tenu du rôle que ces structures-là jouent. Dans tous les pays du monde, vous avez des bibliothèques nationales. En fait, le texte en question porte suppression du statut DPE. Voilà, parce que comme vous le savez, depuis la 10e Assemblée générale des sociétés d'État volet EPE, on avait constaté que ces 2 structures, en tant qu'EPE, avaient des difficultés objectives en matière de réalisation de recettes. Comme vous le savez, l'un des critères principaux d'appréciation d'un EPE, c'est son taux d'autofinancement, c'est-à-dire le ratio entre les recettes propres et l'ensemble des dépenses. Et si vous regardez le taux d'autofinancement de ces 2 structures depuis les années 2009, vous constaterez que c'est un taux qui avoisine les 0,01%. Donc ça veut dire que objectivement, en tant qu'EPE, si on devrait les juger sur le taux d'autofinancement, c'est des structures qui ne sont pas viables. Par contre, il y a d'autres critères qui justifient l'existence de ces structures-là. Donc, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de supprimer la Bibliothèque nationale, il ne s'agit pas de supprimer le Sénalac. Ces 2 structures redeviennent des directions administratives qui vont être regroupées donc sous une direction générale qui est la direction générale du livre et de la lecture publique. Au titre du ministère du Commerce, un texte relatif à la loi d'orientation pour les investissements a également été adopté. Ce texte va contribuer à promouvoir les investissements tout en permettant aux investisseurs nationaux et étrangers de trouver au Burkina les conditions favorables à l'investissement. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Arthur Patende Kafando, donne plus de précisions. Le
texte aujourd'hui qui a été soumis à l'examen du Conseil, c'est la loi d'orientation sur les investissements. Vous savez que depuis quelques années, le Burkina Faso a travaillé sur son cadre juridique pour le climat des affaires et il a été créé un certain nombre de structures, notamment le Conseil présidentiel pour les investissements et l'agent de promotion des investissements. Nous allons certainement l'amener après en Conseil, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais il y a une loi d'orientation qui est un cadre de référence pour la promotion, la sécurisation des investissements au Burkina Faso, mais aussi de permettre aux investisseurs de venir et de trouver les conditions idoines de pouvoir investir. Et surtout, nous avons, vous savez qu'on a identifié des secteurs prioritaires au Burkina Faso, notamment dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, dans les mines, et bon, j'en passe, il y a des services aussi. Donc cela, en plus du code des investissements, cette loi qui va opérationnaliser, tout cela permettra aux investisseurs de pouvoir aujourd'hui, s'ils arrivent, de pouvoir trouver le cadre approprié pour mettre en œuvre ces activités. Voilà ce qu'on a soumis au Conseil qui a bien voulu l'adopter. Le Conseil des ministres a adopté 3 projets de décret en faveur des travailleurs, au nombre desquels celui relatif à la validation gratuite de 2 années de cotisation pour les travailleurs déflatés ayant 13 années de cotisation. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Apollinaire Sungalo Ouattara. Le premier décret permet aux travailleurs déflatés qui ont cotisé sur une période de 13 ans de pouvoir bénéficier de la retraite. L'État, donc, les structures de prévoyance sociale, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, leur accorde le bénéfice de 2 années de cotisation gratuitement. Donc, au lieu de 13 ans, l'État leur accordant 2 ans, cela leur fait 15 ans de cotisation. Et cela leur permet d'accéder à la retraite. Le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres permet aux travailleurs licenciés qui ont cotisé sur une période de 180 mois de pouvoir bénéficier de la retraite s'ils sont à moins de 5 ans de la période prévue pour la retraite, de l'âge prévu pour la retraite. Je crois que c'est une disposition qui vient sortir les travailleurs en difficulté et d'une certaine situation de précarité et leur permet de pouvoir bénéficier de la retraite immédiatement après le licenciement. Et le troisième décret vient relever le taux de la pension reversée aux retraités au taux de 5%. Cela a été fait pour les travailleurs du secteur privé, cela a été fait pour les travailleurs du secteur public. Il est donc normal que le taux reversé pour les retraités soit également relevé. Un rapport relatif à une approbation des résultats de l'appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries parallèles à l'avenue Babangida a été examiné et adopté. Les explications du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Jean-Bertin Ouedraogo. Le gouvernement a approuvé ce matin les travaux de la commission d'attribution des marchés sur l'aménagement et le bitumage de la rue Madame Noré, qui est une section de la voie parallèle à Babangida, dont l'aménagement et le bitumage visent essentiellement à assurer une meilleure desserte de cette zone de Ouagadougou. Comme vous le savez, l'avenue Babangida est aujourd'hui très saturée aux heures de pointe, avec une congestion de trafic et des dangers permanents en termes de sécurité routière, en termes d'accidents de route. Alors pour y faire face, le gouvernement a entrepris de soutenir la commune de Ouagadougou par un aménagement parallèle qui pourrait effectivement délester un peu la surcharge de trafic qu'il y a sur l'avenue Babangida vers justement cette avenue qui part donc depuis l'avenue Charles de Gaulle, qui traverse donc le quartier à travers la rue Wemtenga jusqu'au cimetière de Kadouné et qui rejoint la ZAD. Il s'agira donc d'une voie parallèle, comme on le dit si bien, qui va donc permettre donc de ramener une partie du trafic là et de rester un peu Babangida.
Et la première section pour laquelle le gouvernement a adopté les conclusions du rapport de la commission d'attribution de marché va démarrer probablement incessamment. D'autre part, le ministre des Infrastructures a fait au Conseil une communication orale sur l'état de dégradation enregistré sur le réseau routier national. Il donne plus de précisions sur les mesures envisagées. La forte pluviométrie que nous avons enregistrée cette année a fortement éprouvé malheureusement notre réseau routier national. Et à travers les 13 régions, nous avons mis en place un dispositif de veille qui a suivi et qui a accompagné les structures en charge donc des relevés de dégradation. Et nous avons mobilisé, collecté à ce jour un ensemble d'informations qui nous permettent donc de faire une évaluation exhaustive. C'est ainsi donc que nous avons préparé un rapport qui sera incessamment soumis au Conseil des ministres et qui fait le point de l'ensemble des dégradations dans chacune des régions et qui propose éventuellement également des solutions pour y remédier à court, moyen et long terme. Dans le court terme, ce qu'il y a à souligner, c'est que les dégradations majeures que nous avons relevées, c'est essentiellement sur les ouvrages avec des affouillements que nous avons notés, des départs de matériaux au niveau des blocs techniques, mais également au niveau des chaussées et des remblais, notamment sur les talus les plus importants. Alors, nous avons vu des dégradations sur les terrains maçonnés, nous avons vu des dégradations sur un certain nombre donc, de chaussées, et nous sommes donc en train donc, de mettre en place un dispositif pour mobiliser les ressources et engager rapidement les travaux pour remettre ces routes-là en état de service, de manière à désenclaver les populations qui sont actuellement coupées au regard donc de la destruction de ces ouvrages. Le ministre des Ressources animales a fait une communication orale sur l'organisation prochaine des ateliers régionaux sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces ateliers vont permettre de sensibiliser et d'informer sur la réglementation de la gestion des ressources naturelles. Explication avec le ministre des Ressources animales, Jérémy Tenga Ouedraogo. Nous avons effectivement requis, si vous voulez, l'assentiment du Conseil des ministres pour organiser et tenir des ateliers dans les régions du Burkina Faso. C'est essentiellement pour sensibiliser, pour informer sur toute la réglementation en matière de gestion des ressources naturelles. Pour ce qui est lié à l'élevage, vous savez que c'est le même substrat, la terre, que les éleveurs, les agriculteurs. J'allais dire les miniers, les orpailleurs aujourd'hui, les gestionnaires des forêts et de la faune se disputent, sinon exploitent. Les conflits sont récurrents, en moyenne 666 conflits par an. Et nous voulons donc voir comment poser avec les acteurs sur le terrain cette problématique de résolution de ces conflits. Comment les éviter, comment mieux partager donc cette ressource naturelle qui nous est commune. Et ensuite, nous avons aussi besoin de revoir les mécanismes de résolution de ces conflits-là. C'est ainsi donc qu'à partir du 25 septembre, nous allons faire le tour des chefs-lieux de région avec en moyenne 200 participants, impliquant l'administration publique, les collectivités territoriales, mais également surtout les acteurs sur le terrain, les coutumiers, afin que nous posions les bases d'une pacification dans la gestion donc, des ressources naturelles. Ce reportage assez complet est signé Yacouba Goro. Cela dit, la Commission électorale nationale indépendante CENI forme les acteurs du processus électoral sur les contentieux liés au vote. Les commissaires de la CENI, les représentants du ministère de l'administration territoriale et toute la classe politique ont pris part à cette formation destinée à mettre tout le monde au même niveau d'information. Jacques Lamissa Tarpaga. Les actes à caractère administratif pris par la Commission électorale nationale indépendante, l'éligibilité des candidats, le dépouillement des bulletins et même la proclamation des résultats des votes font souvent l'objet de recours devant les juridictions. Mais qui est compétent pour juger les contentieux électoraux? La réponse devra venir du président du Conseil d'État et de l'ancien juge constitutionnel Benoît Cambou, formateur à cette session. La CENI veut par cette formation regroupant tous les acteurs du processus électoral anticiper sur la gestion des éventuels conflits.
Selon le code électoral, le Conseil constitutionnel est compétent en matière législative et les litiges concernant les élections municipales sont du domaine du Conseil d'État. Ces participants vont donc apprendre les procédures et les différentes pratiques du contentieux électoral, mais le souhait de la CENI est qu'il n'y ait aucun recours au contentieux à l'issue des scrutins du 2 décembre. Pour les élections qui se profilent à l'horizon, le comité de suivi pour la mise en œuvre de la loi portant fixation d'un quota de 30% de l'un ou l'autre sexe reste vigilant. Le comité a rencontré la presse hier pour faire le point de ses constats et attentes. Kadi Sanogo. La loi fixant le quota de 30% au moins de l'un et de l'autre sexe aux élections législatives et municipales a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2009. À l'orée de ces élections couplées de 2012 et à quelques jours de la clôture du dépôt des listes par les partis politiques, la question de l'application du quota devient plus que cruciale. C'est dans cette optique que le comité de suivi pour la mise en œuvre de cette loi a initié une conférence de presse. Objectif, faire le bilan des actions menées et mieux informer les hommes des médias et l'opinion publique sur les enjeux et défis de cette loi. La loi sur le quota est une loi qui ne doit pas fâcher. C'est une loi pour tous, parce que c'est un quota neutre. Le fond est masculin et féminin. Voilà, c'est ce qui est vraiment important. Et un appel aux autorités d'être plus regardants en ce qui concerne la promotion des femmes en politique et la promotion de la femme en général. Voilà. Et nous persistons et nous insistons que même après les élections, nous demanderons toujours notre décret d'application. Depuis sa mise en place, ce comité qui bénéficie du soutien du NDI a mené plusieurs activités comme le plaidoyer auprès des partis politiques et la mobilisation des femmes pour l'obtention de la carte d'électeur en vue des élections à venir. La planification d'une politique en matière de genre pour le déploiement de policiers et gendarmes burkinabés dans les missions de paix au centre d'un atelier organisé par le Centre Personne. L'objectif est d'accroître le nombre du personnel féminin dans les missions onusiennes d'ici à 2014. Reportage Adama Koulibaly. Cet atelier initié par le Centre Pearson s'inscrit dans le cadre du projet de la police africaine pour la paix. L'objectif est de planifier une politique genre en matière de déploiement de personnel, à savoir gendarmes et policiers, dans les missions onusiennes de la paix. Les femmes étant avec les enfants la frange qui souffre le plus de conflits armés, les Nations Unies, dans la résolution 1325, préconisent l'implication de celles-ci dans les opérations de maintien de la paix. À l'issue de cette rencontre, j'espère que les participants nous donneront des recommandations précises et réalistes de ce qu'on peut faire au Burkina Faso, comment on peut aider le Burkina Faso et comment le Burkina Faso peut s'aider soi-même afin de promouvoir les femmes, de pousser les femmes à participer aux opérations de paix, participer à la prévention et au règlement des conflits dans le monde. Maintenant qu'il est question d'augmenter le nombre de femmes dans le contingent du Burkina qui interviennent dans les missions de la paix à travers le monde. Cela est conforme à la politique du genre pratiquée au Burkina Faso. Je pense que cela est à l'honneur de notre pays. Et comme vous le savez, nous sommes résolument engagés à œuvrer pour la paix, non seulement dans notre sous-région, mais également à travers le monde entier. Actuellement, 1084 hommes et femmes burkinabés sont déployés à travers le monde. L'objectif de cet atelier de planification est de permettre d'accroître de 13 à 20% le taux de personnel féminin au sein des missions onusiennes d'ici à 2014. Des femmes du monde formées aux techniques de fabrication de savon. Elles étaient une vingtaine à bénéficier de ce savoir-faire qui va à coup sûr leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'était donc la liesse à la fin de leur apprentissage et elles ont donné rendez-vous à l'épouse du président de l'Assemblée nationale à Ouarkoy pour fêter l'événement. Reportage Annalise Kéré. 22 femmes représentant des associations des villages de Dankwi, Fakena, Sokondo et de Ouarkoy, localités situées à une quarantaine de kilomètres de Dédougou, ont pris part à la formation sur les techniques de fabrication de savon. Cette session qui a duré 4 jours a été initiée par l'association Wekazin. Wekazin qui signifierait en langue Bouamou, s'unir pour bâtir ensemble. Conformément à cet objectif, les premiers responsables de l'association, qui ne sont pas à leur première action, ont tenu à remettre aux bénéficiaires de la formation du matériel destiné à la fabrication de savon.
On a appris comment faire le savon liquide et comment faire aussi le savon dur et moussant. Et je pense qu'une fois arrivé chez moi, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris. Le maire a encouragé les donatrices à renouveler de tels gestes qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Le choix de former les femmes de nos villages en production de savon et de mettre à leur disposition du matériel de production répond à plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de promouvoir des activités génératrices de revenus pour lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural, créer des emplois directs et indirects au profit des femmes et des jeunes, améliorer la santé des populations. Abordant dans le même sens, la marraine a par ailleurs invité ses filles à faire bon usage du matériel reçu et à mettre en pratique les connaissances acquises. Avec ce bagage qu'elles ont reçu et avec le matériel qui accompagne, elles vont pouvoir fabriquer du savon et d'une façon ou d'une autre se rendre indépendantes financièrement. Et vous savez que c'est très important, une femme qui a les moyens suffisants peut venir en aide à son mari, peut s'occuper mieux de sa famille. Puis, elle a rassuré de sa disponibilité à accompagner l'association Wekazi dans ses initiatives qui visent le soutien des populations à la base. Le principal souci des parents d'élèves à l'approche de la rentrée est notamment l'acquisition de fournitures scolaires, mais pas à n'importe quel prix. Le ministère du Commerce veille au respect des prix en vigueur en menant des opérations de contrôle. Hier, plusieurs équipes d'inspecteurs de prix se sont rendues dans quelques librairies de Ouagadougou. Jacques Lamissa Tarpaga. Dès le début de la mission de contrôle chez les libraires le long du lycée Philippe Zenda Kabouré, les inspecteurs des prix se heurtent au mécontentement des libraires. Le jour choisi n'est pas propice pour mener ça. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on a un âge. Donc, il n'y a pas de raison que vous venez aujourd'hui pour nous dire de faire des prix. Est-ce que le ministère a fixé une grille de prix des cahiers et consoles là? Si c'est des livres, ça c'est fait depuis 97 ou 98. C'est ça, non? Aujourd'hui, si vous pouvez laisser, après notre âge, vous revenez, là, on va s'entendre. Et nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons que le grossiste reste grossiste. Ce mardi 11 septembre coïncidait avec la tenue d'une assemblée générale des libraires au sein de leur syndicat l'ONACOMBE, l'Organisation nationale des commerçants du Burkina. À l'ordre du jour, les grossistes qui sont en même temps des détaillants. Et ils accusent le ministère du Commerce de favoriser les grossistes. Pour ceux qui estiment que nous ne contrôlons pas les grossistes, les importateurs, alors je voudrais m'inscrire en faux. Donc pour ceux qui pensent que nous faisons la force, nous voulons écraser les petits commerçants, les détaillants. J'avoue que c'est quand même, je trouve que c'est une campagne de désinformation. Les inspecteurs répartis en plusieurs équipes ont tout de même pu contrôler les prix dans certaines papeteries, comme ici aux abords de l'université de Ouagadougou. L'on constate que les prix varient d'un point à l'autre. Par exemple, le cahier de 200 pages petit format est vendu entre 225 et 300 francs CFA. L'objectif de ce contrôle est de faire respecter la règle de 20 à 25% de marge à ne pas dépasser sur les fournitures scolaires. L'opération se poursuit jusqu'au 15 octobre prochain et concerne aussi bien les détaillants que les importateurs et les grossistes. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina mène un plaidoyer à l'endroit des élus locaux. À travers un atelier de sensibilisation, elle veut amener les élus locaux à comprendre les avantages du budget participatif sensible aux genre dans le domaine de l'éducation et aboutir à des stratégies pour son élaboration. Frédéric Etienne Bassenga. Amener les élus locaux à comprendre les avantages du budget participatif sensible aux gens dans le domaine de l'éducation, voilà l'objet de cet atelier de sensibilisation organisé par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso. Sous forme de plénière et de travaux de groupe, cette rencontre doit permettre également à la coalition de proposer des stratégies aux élus locaux pour une plus meilleure élaboration du budget. La démarche de prise en compte donc, des déshydratats de la population n'est pas forcément intégrée dans la démarche des élus locaux, des collectivités territoriales. Bien que ce soit des administrations de proximité, ce n'est pas toujours intégré. En tout cas, dans le domaine qui nous intéresse, le domaine large de l'éducation,
nous avons fait un constat d'insuffisance. Donc c'est à ce titre-là que nous avons reçu une dizaine de communes avec lesquelles la coalition est en train de discuter et les sensibiliser sur ce thème-là. Créée en octobre 2000, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso est un regroupement d'organisations de la société civile. Elle a pour vision l'avènement d'un système de qualité non discriminatoire, géré de façon rationnelle et capable de générer un développement humain durable. Un champ expérimental de variétés améliorées est conduit avec succès à Pouni dans le Sanguier. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et des partenaires australiens l'ont visité hier. Une visite élargie à d'autres champs de démonstration comme celui du Premier ministre Abdelaziz Yagibou. Du succès avec les cultures de maïs sur leur sol qu'ils estiment peu propice, les producteurs de Pouni n'en croyaient pas. Et pourtant, le projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes semenciers est parvenu à réaliser cet exploit sur son site d'expérimentation. Du maïs au stade des piaisons, différentes variétés de niébé, d'arachide et de sorgho. Difficile pour les paysans de longer ce champ-école situé à l'entrée de Pouni sans se laisser séduire. Chaque producteur qui est de passage sur cette voie s'arrête et apprécie positivement l'état du sol qui arrive à donner cette production du maïs qui pousse sur ce sol aride. Et vraiment, c'est impressionnant. Par culture, nous avons utilisé 4 variétés. Par variété, nous avons fait 4 répétitions. Et par répétition, pour tous les champs, nous avons une partie qui est traitée avec de l'engrais minéral et de l'engrais naturel, notamment du fumier. Et l'autre partie est seulement traitée avec l'engrais minéral. Donc l'idée, c'est de permettre aussi aux producteurs de voir le gain et l'avantage lié à l'utilisation des variétés améliorées de bonne qualité. Juste à côté, un champ de niébé exploité par un producteur de Pouni déterminé à accompagner l'initiative a retenu l'attention du ministre en charge de la recherche et de ses hôtes australiens. Ceux-là même qui se battent aux côtés du gouvernement burkinabé pour la promotion de l'utilisation des semences améliorées au Burkina. J'ai constaté qu'il y a un bon système d'information entre l'UNERA et les producteurs sur place. L'information passe bien. On constate qu'il y a un bon suivi des parcelles. Le paquet technologique lié à la production de chaque type de céréales est rigoureusement respecté. Franchement, nous sommes impressionnés. Il faut arrêter de bavarder et aller aux choses concrètes. Et c'est ce que vous voyez là. Au lieu de chanter partout, on a de bonnes variétés, mettons-les en place, faisons visiter par les gens pour qu'ils voient eux-mêmes que ce que nous disons là, c'est la réalité. Cette visite a conduit les acteurs de la recherche du Burkina et d'Australie dans le champ du chef du gouvernement Luc Adolphe Tiao, originaire de la localité. Une superficie de 3 hectares où sont pratiquées des cultures de maïs, de sorgho, de sésame et de niébé qui est même en train d'être récoltée. L'objectif du Premier ministre étant de sensibiliser et d'encourager les producteurs à une utilisation accrue des semences améliorées de qualité, mais aussi à l'adoption des paquets technologiques. Une dynamique dans laquelle se sont inscrits 2 groupements féminins de Pouni qui essaient ici 4 variétés de niébé sur une superficie de 8 hectares. Après Ouagadougou, les responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes à SERP ont rencontré à Bobo-Dioulasso les représentants des téléphonies mobiles et les distributeurs de cartes SIM. Il s'agissait de donner l'information sur la nouvelle méthode de travail qui vise à mettre sur le marché des kits de connexion qui ne sont pas activés. La décision entre en vigueur le 1er octobre prochain. Reportage à Bobo-Dioulasso, Karim Sissé. Les opérateurs de téléphonie mobile et les distributeurs de cartes SIM de l'ouest du Burkina ont fait un bond considérable dans le processus d'identification des abonnés après le premier passage en 2010 de l'autorité de régulation de communications électroniques et des postes ARCEP. Aujourd'hui, Telmob a un taux d'identification de 95%, Télécel 94% et RTL 90%. Malgré cette avancée, des inquiétudes demeurent car ces chiffres sont toujours en deçà des normes fixées dans les cahiers de charges. C'est pourquoi la RCEP a mis en place une nouvelle méthode de travail. Pour compter du 1er octobre 2012, les kits qui seront vendus seront des kits non préactivés. Cela veut dire tout simplement que
Lorsque les clients vont acheter des kits de connexion, il faut que toute leur identité soit enregistrée par l'opérateur et c'est à la suite de cela que les clients pourront utiliser leur téléphone. La rencontre de Bobo Dioulasso vise à informer et à sensibiliser les représentants des téléphonies mobiles et des distributeurs de SIM de connexion de l'ouest du Burkina sur cette nouvelle approche. La méthode est la bienvenue parce qu'il est temps actuellement qu'on mette fin à toutes ces pratiques-là. Si on connaît aujourd'hui le nombre de réquisitions qui parviennent dans les agences pour demander l'identité d'une personne et enfin si on ne retrouve pas l'identité, alors qu'il y a déjà des crimes qui ont été commis, vraiment c'est déplorable. Mais je pense qu'il était temps que l'ARCEP prenne cette décision. Cette nouvelle vision requiert un minimum de formation pour les agents des téléphonies mobiles. Et la RCEP compte leur apporter son soutien. La Ligue des consommateurs du Burkina, secouée par des turbulences qui ont abouti à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. C'est une assemblée générale extraordinaire soutenue par 21 des 26 sections de la Ligue qui a renouvelé les instances, dit-on. Écoutons Gilbert Somdayen, interrogé par Jacques Lamissa Tarpaga. Le 2 septembre, il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a été demandée par la majorité de nos sections. Au cours de cette assemblée générale, nous avons procédé à la relecture des textes et nous avons mis en place un nouveau président. Je voudrais ajouter que cette assemblée générale a été convoquée et tenue conformément à nos textes. Convoquée parce qu'à l'article 10 des statuts de la Ligue des consommateurs, il est disposé que la majorité absolue des sections peuvent demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et le BN convoque l'assemblée générale extraordinaire. Donc nous avons en notre possession 21 lettres de nos sections qui ont demandé la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et nous avons la convocation qui a été transmise aux différentes sections pour qu'elles participent à l'assemblée, qui a été signée par 7 membres sur 11. Donc du point de vue de sa convocation, c'est conforme au texte, donc il y a de la légalité. Au niveau même de la tenue de l'Assemblée générale, elle s'est tenue avec 21 sections, celles qui ont demandé la convocation, plus la majeure partie des membres du bureau. Et l'Assemblée a donc délibéré. Donc nous sommes, du point de vue de la légalité, comme du point de vue de la légitimité, le nouveau et seul président de la Ligue des consommateurs.